Le point commun entre wok et cannibale. Que feriez-vous si votre meilleur ami venait vers vous et vous disait « Je viens de manger un humain ». Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir l'horrible réalité qui s'abat sur notre société occidentale moderne. Comment est-ce qu'une idée, aussi dangereuse, inhumaine qu'elle soit, peut devenir une cause noble à défendre? Le chemin que nous allons suivre se déroule ainsi. D'abord, nous allons voir comment manipuler les masses. Comment est-ce que, même en 2023, toi, nos contemporains et la société tout entière se fait subtilement, habilement manipuler. Et ce n'est malheureusement pas ce que tu crois. Comment rendre toute la société cannibale? Parce que si, c'est malheureusement possible, et plus rapidement que ce que l'on pense. Pourquoi est-ce que ce que tu penses n'est rien d'autre qu'un programme inséminé par des personnes qui ont tout intérêt à ce que tu penses, ce que tu penses? Pourquoi est-ce que les wok sont des moutons? Et si la masse de gens que l'on croise tous les jours n'était rien d'autre qu'un simple jouet? Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, armé d'un café ou d'un shaker de protéines, car ce que tu risques d'apprendre, tu ne le verras nulle part ailleurs. Si à la télévision, sur Instagram ou même au travail, tu entendais dire « le cannibalisme, pourquoi pas ?» il y a de fortes chances pour que ce sujet te paraisse ridicule et que tu n'en prêtes pas plus attention que ça. Et il n'y a aucune chance pour que ce soit une seconde sérieux à tes oreilles. Sauf si tu es un psychopathe. Et pourtant, nous pourrions, en quelques années, quelques décennies tout au plus, transformer toute notre société en une société 100% cannibale, pour laquelle consommer de l'humain ne serait plus un vice, ni même quelque chose de non éthique ou d'immoral, mais serait une vertu, une cause à défendre. Difficile à croire, surtout dans une société développée, intelligente, mature, où la science et le bon sens prônent sur tout le reste. Une société moderne comme la nôtre, impossible de devenir cannibale. Dans ce cas-là, comment s'y prendre? Comment donc manipuler les masses pour lui faire accepter l'impensable? Il existe différents outils qui nous permettent de comprendre comment les masses, les foules très précisément, nous reviendrons sur cette définition exacte un petit peu plus tard, comment ces foules donc se font manipuler? Et comment est-ce qu'elles pourraient accepter une idée aussi absurde que le cannibalisme? Comment est-ce qu'elles ont déjà accepté le wokisme? Car dans les deux cas, le procédé de manipulation est le même. Et en réalité, le procédé pour manipuler la foule est toujours le même. C'est dans cette optique-là que nous pouvons le disséquer, le comprendre, l'analyser pour pouvoir l'éviter, pour pouvoir le voir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, clarifions très rapidement ces outils. L'étude et l'analyse du comportement humain s'appelle la psychologie. Jusque-là, tout le monde le sait. Au sein de la psychologie, il existe l'analyse et l'étude des pensées, des comportements des foules. C'est ce que l'on appelle la sociologie. La sociologie ou psychologie sociale vise à la compréhension de l'influence, qu'elle soit réelle, implicite ou imaginaire, d'un individu ou d'un groupe d'individus sur une masse d'humains, sur une masse de gens. Et au sein de la sociologie, il existe un outil très simple, développé dans les années 90, qui va nous permettre de comprendre comment est-ce que n'importe quelle idée peut traverser toutes les barrières mentales d'une foule ou d'un individu, voire des barrières rationnelles et logiques, ou des barrières éthiques et morales, des barrières émotionnelles, des barrières viscérales, pour se transformer étape par étape en une cause à défendre. Cet outil, c'est ce que l'on appelle la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton a été développée dans les années 90 par le politologue américain Joseph Paul Overton, né en 1960. Il a étudié les marchés libres pendant 10 ans au cours de sa carrière dans plus de 12 pays différents dans lesquels il a voyagé tout au long de sa vie. Il était vice-président du groupe Mackinac Center, pardonnez-moi pour mon accent, le plus grand groupe de réflexion sur les marchés libres aux États-Unis jusqu'à sa mort en 2003. Fort de cette expérience et de ce vécu, il a développé son outil, la fenêtre d'Overton, renommée en son nom, en son honneur. La fenêtre d'Overton explique donc toutes les étapes qui sont nécessaires
pour qu'une idée percole l'esprit d'un individu, traverse toutes ses barrières mentales et se transforme en sentiment viscéral qu'il va devoir défendre. Par exemple, comment est-ce que le cannibalisme peut être accepté dans l'opinion publique? Il existe 7 étapes clés. Le passage d'une étape à l'autre va demander d'utiliser certaines techniques de manipulation et d'influence de masse. Et ce sont ces dites techniques que nous verrons un petit peu plus tard. L'objectif est de transformer n'importe quelle idée impensable en une cause à défendre, voire en loi, en législation. Par exemple, comme c'est le cas du wokisme. Oui, non mais moi, la propagande ça marche pas, je suis intelligent, je sais faire la part des choses. Mais ta gueule, ta grosse gueule! C'est exactement ce que se sont dit les Allemands dans les années 30. Donc, là vient le moment un petit peu technique de la vidéo où il va falloir connecter les neurones et prendre des notes. Donc si tu veux directement passer à l'étude de cas sur comment faire accepter le cannibalisme dans une société, tu peux directement aller au timecode qui s'affiche à l'écran. Voici donc les étapes de la fenêtre d'Overton. Étape numéro 1. Le concept est considéré comme totalement impensable et ne viendrait à l'idée de personne. La pratique est considérée comme répréhensible, pas éthique, comme immorale, voire comme totalement illégale. À l'heure actuelle, le cannibalisme, autant que je le sache, est une pratique illégale. À ce stade, il n'y a aucune raison, normalement, pour que l'idée arrive sur le tapis. L'idée est tout simplement inacceptable. Étape numéro 2. L'idée vient peu à peu à se faire considérer comme radicale. Rien à voir avec l'extrême droite. Mais pour modifier l'opinion publique et passer de l'impensable au radical, on transforme en question scientifique la dite idée. La science est objective et n'a pas de limite de champ d'étude. Elle est censée pouvoir étudier n'importe quoi. Et donc l'idée devient donc radicale. C'est-à-dire qu'elle n'est plus inexistante, mais qu'elle existe, qu'elle est réservée à un petit groupe de personnes, donc des scientifiques, mais elle va apparaître de manière très subtile et très légère dans la tête des foules, dans le champ de vision des foules. Par exemple via internet, en tombant par hasard sur une interview d'un scientifique qui parle de son sujet, mais le temps d'exposition de l'idée, donc à ce stade radical, est très limité. On en a entendu parler 10 secondes si on en a entendu parler. Également, les mots porteurs d'images négatives qui sont associés à cette idée vont être minimisés, vont être remplacés par des mots nouveaux, des mots plus doux, des mots auxquels nous n'allons plus associer l'image péjorative qu'avait l'idée impensable jusqu'à présent. Étape numéro 3, l'idée devient finalement acceptable. À ce stade, l'idée a déjà perdu de son sens négatif et barbare, pour se fondre dans l'illusion d'une idée qui peut être défendue, qui peut-être va avoir une utilité pour la société. Elle devient donc un petit peu plus discutée, elle sort du champ de la science. Les journalistes peuvent commencer légèrement à en parler, à traiter ce sujet dans les médias. Les journalistes avec toute l'autorité qu'ils ont sur les masses. Ils ne vont pas forcément accepter cette idée, ni la défendre, ni être pour, mais ils vont l'amener sur le devant de la scène, sur la scène médiatique. Et donc, timidement, sur la scène publique, cette idée va prendre un peu plus d'espace dans la tête des gens, car même si on n'en parle pas en bien, on en parle. Une première rupture assez violente vient de se faire. Il ne s'agit pas d'accepter l'idée, mais l'existence de cette idée comme étant un vrai sujet. Des experts vont en parler. Experts, sous-entendu des scientifiques qui ont étudié l'idée plus que nous et donc qui sont plus à même d'en parler. Des blouses blanches, des rapports d'expertise, des analyses, des graphiques, des schémas compliqués auxquels on ne comprend rien, sont exposés pour donner au moins le semblant d'une vraisemblance, le semblant d'un sujet qui a été travaillé. Un ensemble d'enfumage qui rend le tout plus acceptable. On vous renvoie bien entendu à l'expérience de 1000 grammes, car l'autorité peut faire passer n'importe quelle pilule, et si elle le décide, par n'importe quelle voie aussi. Ceux qui s'opposent alors violemment et radicalement à cette idée
vont être étiquetés d'obscurantistes, d'antimodernité, d'antiscientifiques, de complotistes, de fachos, de nazis. Bien qu'à ce stade-là, l'idée n'est pas encore suffisamment de puissance émotionnelle pour que les étiquettes soient violentes. Ça va être plutôt des petits jeux de mots, des petits pics assez gentils. Le degré de violence va plus être de l'ordre de l'ironie que de la haine profonde envers l'individu. Bien entendu, la violence de cet étiquetage va augmenter au fur et à mesure que cette idée va devenir défendable au fil des étapes qui vont continuer d'être franchies peu que peu. Un jargon pseudo-scientifique va être créé pour rajouter du crédit à cette idée et pour lui donner une sorte de base d'illusion de fond d'étude. Des sources également vont être créées. Or, des sources ne sont pas des preuves. Tout au long des procédés de maturation et d'acceptabilisation de l'idée, les mots vont jouer ce rôle d'outil de percolation dans l'esprit des foules, car le mot est porteur d'un symbole et ce symbole a une empreinte émotionnelle pour l'individu. Donc lier telle idée avec donc tel symbole à telle autre idée avec tel autre symbole via les mots permettent de fusionner les deux symboles, d'adoucir ou de diminuer en fonction de ce que l'on souhaite, le sens de cette idée. Étape numéro 4, donc, l'idée devient une opinion rationnelle. C'est-à-dire que l'on puisse lui trouver des raisons, lui trouver des causes. Il y a une raison pour que cette idée existe, pour que cette idée prenne de l'importance, autant dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme des foules, des gens, mais bel et bien dans la vraie vie, dans la réalité, avec une application concrète. L'idée devient mature, moderne, et la science la valide. On commence à en parler dans les salons, on donne des arguments, des explications qui permettent de construire un raisonnement personnel logique de pourquoi cette idée peut être défendue, de pourquoi est-ce que cette idée, pourquoi pas, peut être bonne. On commence à préciser des valeurs rattachées à cette idée. Or, ces valeurs sont des mots tellement larges que tout le monde peut y voir ce qu'il veut, autant en beau qu'en moins beau. Cela permet donc à l'individu et à la foule d'auto-alimenter sa capacité à croire au projet. Et donc elle est prête pour l'étape numéro 5. L'idée devient une cause populaire. C'est bien ça comme mot, populaire. L'idée devient un concept cool. L'idée devient un concept à la mode. Quelque chose duquel on veut se rapprocher. Elle va se propager et son temps d'exposition à la vue et dans la tête des peuples est décuplé par le biais de la culture. Les plus réticents ne la voient pas comme un ami, mais pas comme un ennemi non plus. Ils se disent que ça fait partie de l'ère du temps. Les plus adorateurs vont tout faire pour pousser l'idée à se développer encore davantage. Et là c'est parti, c'est guinguette. Les influenceurs en parlent. Alors bien évidemment, toutes les petites fifis trouvent ça cool. Le groupe de référence en parle. La foule va faire comme ce groupe de référence pour avoir l'illusion de faire partie de ce groupe. L'illusion de la belle vie est directement liée au fait d'intégrer cette idée dans la vie. Le groupe de référence a intégré cette idée. Donc moi, en tant que groupe auquel j'appartiens, en intégrant cette idée, je vais faire partie de ce groupe de référence. Un petit peu comme une publicité auquel on va associer un objet, une voiture par exemple, à une jolie blonde. En ayant la voiture, le cerveau pense qu'il va également avoir la jolie blonde, car ce qu'il souhaite avoir, ce n'est pas spécialement la voiture, dont il n'a aucun besoin rationnel, car il en a déjà une, mais le fait d'avoir sa jolie blonde. Vous êtes Monsieur Lambert? Oui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'aimerais beaucoup vous connaître. Vous habitez seul? Non. Si. Vous habitez loin? Oui. Non. Alors on y va. Oui, si vous voulez. Il est content de ta micra? Oui. Il est content. Du répondant, du confort, une femme rigolote. Rigolote. Lambert, vous êtes beau de profil. Oui, à vous aussi, cela peut arriver. Ce jour-là, soyez prêts. Achetez la Nissan Micra. C'est rien, ça fait toujours ça la première fois. Nissan Micra, une voiture exceptionnelle. C'est-à-dire que l'idée devient un concept qui va être intégré de plein de manières différentes dans la culture, dans la pop culture, c'est-à-dire dans le bain dans lequel nous baignons tous, dans ce qui constitue l'essence d'un peuple, l'essence d'un groupe d'individus. Les films, les livres, les séries, les musiques, Internet, les podcasts, les mèmes, les réseaux, les stories, les blagues, les romans, tout en parle.
cette idée a pris emprise sur toute la culture. Tout va être imprégné de près ou de loin pour ne laisser à l'individu absolument aucun répit, quelle que soit leur strate sociale, du travailleur qui écoute la radio dans sa voiture, aux jeunes qui écoutent du rap également dans sa voiture, aux bobos qui écoutent un podcast soi-disant intelligent, pourquoi pas toujours dans sa voiture, de manière à ce que le mensonge, répété 1000 fois par tous les biais desquels vont se nourrir les individus, devienne la vérité petit à petit, sans aucun autre prérequis que sa répétition, que son bourrage de crâne. On le fait rentrer dans le cerveau comme ça. Comme ça. Étape numéro 6. L'idée devient un objectif politique. On s'en doute bien, l'évolution morale d'un peuple, on n'en a rien à foutre. Maintenant, faut en venir à se battre pour cette idée à ce stade-là, qui est toujours l'objectif initial. Parce qu'en faisant passer dans la loi, on peut faire du pognon, on peut faire des trucs qui ont un réel intérêt. C'est-à-dire que l'idée est devenue quelque chose de noble, qu'il faut défendre, il faut se lever, il faut prendre les armes pour aller conquérir les esprits encore un petit peu malades qui pensent que cette idée est toujours impensable. Les gens vont s'élever, les gens vont porter des lois, les gens vont voter ces lois, les gens ont le sentiment, ont l'envie, ont le désir ardent de propager sur toute la planète, d'offrir au monde leur valeur morale supérieure qui n'était, il y a quelques années, rien d'autre que quelque chose d'immoral. On cherche donc des représentants en politique qui vont pouvoir, de manière légale, faire passer des lois pour porter cette idée bien plus loin. Des députés, des sénateurs, pourquoi pas un président de la République, des magistrats, que sais-je. On va chercher à légaliser la pratique. Elle devient réglementée à ce stade-là, et donc existante comme faisant partie intégrante de la vie de tout un peuple, de toute une culture, de toute une nation. Étape numéro 7, l'idée est devenue une propagande dans laquelle vont baigner les enfants de la nouvelle génération. La nouvelle génération est touchée de manière à ce que l'idée fasse partie intégrante de son modèle du monde, de sa constitution cognitive et de sa psyché. De sa toute petite enfance, elle va baigner dedans comme faisant partie intégrante de la société. C'est donc normal de penser comme ça. L'inverse serait débile, incompréhensible. L'inverse serait impensable. On intervient dans les écoles, dans les jardins d'enfants. Les gens discutent de ça, les parents, qui étaient les jeunes qui écoutaient le rap dans leur voiture en allant à la fac quand l'idée n'était que populaire, élèvent leurs enfants en leur prônant le fait que les vraies valeurs, la vraie valeur morale, c'est cette idée. Or, la seule raison qui fait qu'il existe des points divergents dans le monde est due au fait que chaque politique publique dicte les valeurs, la bonne conduite et l'éthique à avoir à leur peuple. Et c'est cette dictée qui peut varier d'un dirigeant à l'autre. Ainsi, même si cela prendra plusieurs années, grâce à la fenêtre d'Overton, n'importe quelle barrière mentale entre le bien et le mal, entre l'éthique et l'immoral, peut être franchie, peut être cassée. La source de fierté d'antan d'un peuple devient sale, devient à bannir. En bref, c'est la politique publique qui dicte ce qu'il se passe dans nos esprits, dans nos cœurs, et là où se dirige la foule. Mais maintenant, il est temps d'en parler d'une manière beaucoup plus concrète. Voici le cas du cannibalisme. Ainsi, l'impensable est devenu pensable et les valeurs nobles se sont effacées peu que peu. Or, la structuration même d'un peuple reposait avant sur ces valeurs, qui aujourd'hui n'existent plus. Objectivement, aujourd'hui, la propagande pro-cannibaliste ne fonctionnerait pas. On ne peut pas avoir une fiche de pub, manger des humains, c'est bien. Nous sommes au XXIe siècle, il y a eu Pasteur, la science et le rationnel saisissent absolument toutes nos empreintes cognitives. Une telle chose ne va jamais passer. Ça, on est d'accord là-dessus, faut pas déconner. Il faut donc être plus subtil que ça. Il faut connaître davantage l'humain, ses biais, ses faiblesses et la manière dont il fonctionne. Ça tombe bien, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Comment m'y prendrais-je donc, pour un petit exercice, si je représentais un groupe de quelques intéressés, par exemple vendant de la chair humaine, c'est-à-dire ayant un intérêt pour faire du business, un intérêt purement et simplement commercial. Ne me demandez pas qui sont mes fournisseurs, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Donc comment est-ce que je m'y prendrais pour faire accepter l'idée impensable, pour vous normalement, que le cannibalisme c'est cool et ça doit faire partie de notre mode de vie, de notre mode de consommation. Petite parenthèse, d'accord ?
Si vous voulez creuser davantage cette piste de l'utilisation de la fenêtre d'Overton sur l'application concrète de comment accepter le cas du cannibalisme, je tire cette analyse de Nikita Mikhalkov, source en description. À ce stade-là, si vous êtes un humain normalement constitué, sans problème psychique apparent, le cannibalisme est impensable pour vous, pour les vôtres, et à part dans cette vidéo, vous ne vous êtes jamais dit « tiens, le cannibalisme quoi ». Non. Me voilà donc bien embêté, parce que comment faire bouffer de la chair humaine à personne en fait. Le cannibalisme, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, bon, si on regarde des vidéos d'humains qui bouffent de l'humain, on regarde ça pour dégueuler ou pour se dégoûter. C'est-à-dire que personne n'en parle dans la rue, dans les médias, et ça viendrait à l'idée d'absolument personne d'en parler, même des personnes les plus tordues ou les plus ouvertes d'esprit. Ce qui est une bonne chose, hein, encore une fois. Je vais donc utiliser ma première carte, c'est un 10 de pique, les premières révisions. Sous prétexte de liberté d'expression, de démocratie et de science, car on le rappelle, aucun sujet n'est interdit en science, car la science est censée être objective et peut étudier n'importe quel sujet. Donc, sous prétexte de tout ça, des scientifiques se rassemblent en des comités, ou en des petits groupes, bon, ils se rassemblent, hein, ils font ce qu'ils veulent après, et vont étudier, par exemple, les rituels exotiques des tribus polynésiennes au XVe siècle. Pourquoi pas? C'est un sujet d'étude parmi tant d'autres, on peut faire une thèse, un doctorat, il n'y a pas de sous mon zouze, ça peut filer droit. On remarquera que la liberté, que la démocratie, que la science avec un grand S sont des concepts extrêmement abstraits, c'est-à-dire des idées derrière lesquelles on peut y foutre n'importe quelle définition. C'est-à-dire que ce sont des concepts fourre-tout. Plus ils sont larges, plus ils sont utilisés et utilisables. Et il serait en soi nécessaire de passer un certain temps à définir chacun de ces concepts phares. Or, la foule n'aime pas réfléchir. Et comme nous le verrons un petit peu plus tard dans la partie la plus passionnante de cette vidéo, oui, c'est du teasing pour le watch time, la foule réagit mieux aux mots qu'aux explications rationnelles. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton « Liberté », on a l'image et donc tous les symboles qui sont rattachés de cette dite liberté. Marianne brandant le drapeau français. La liberté est donc un concept noble pour les foules. Si c'est pour la liberté, alors on peut se le permettre. Et donc, à force d'études, de rapports, d'analyses scientifiques, de conclusions, il devient de plus en plus simple et de moins en moins tabou de parler de manière substantielle du cannibalisme. C'est-à-dire que liberté engendre qu'on peut étudier ça, engendre qu'on a des résultats et des sources. L'idée devient donc radicale. Yes, je suis content. On vient de passer une première étape de la fenêtre d'Overton. Ça a peut-être pris quelques années, mais on y est enfin. L'impensable est devenu radical. Passons donc à l'étape suivante. Cannibalisme devient radical. Et dans le mot radical, il y a le mot rat. On peut désormais parler du sujet, car il rentre dans la limite de la respectabilité scientifique. Et est associé alors au mot et au concept cannibalisme une toute autre consonance, celle d'un sujet d'étude, d'un sujet scientifique, d'un sujet sérieux sur lequel on peut trouver quelques interviews en anglais par exemple sur YouTube de quelques mecs qui parlent de ça. Radical certes, car on parle de manger des personnes, mais des gens s'y intéressent quand même. Si des gens s'y intéressent quand même, il n'y a plus de tabou. Du moins, ils font petit à petit. Et on peut plus facilement faire passer la pilule. Les foules ne voient plus une image glauque, mais un sujet d'étude. Va donc se former des petits groupes de personnes radicaux, mais pas immoraux, qui vont se joindre petit à petit aux scientifiques pour discuter, échanger, parler de ce sujet. Ils vont être remarqués et cités, en bien ou en mal, dans certains médias. Plus ou moins gros, pas très influents. C'est vraiment des médias du dimanche. S'ils n'ont pas de sujet, oh bah tenez, nouvelle tendance, on étudie le cannibalisme. Parce que le but en soi, de commencer à exister quelque part dans la tête des foules, dans la tête des masses, comme étant un vrai sujet, quelque chose qui existe quelque part. On va également venir modifier les mots. Le cannibalisme va devenir de l'anthropophagie.
mot bien compliqué qui signifie dans les deux cas bouffer des humains. À cannibalisme est associée l'image d'une femme qui bouffe une jambe, à anthropophagie est associée l'image un petit peu exotique d'une tribu qui, n'ayant rien d'autre à se mettre sous le dent, mange l'un des leurs en tirant à la courte paille. Sans s'en rendre compte, on vient subtilement dans la tête des foules, dans ta tête, de franchir une barrière mentale. Ce qui était autrefois complètement tabou devient un sujet suffisamment important pour exister quelque part dans ta tête, comme ayant une certaine consistance. Ce n'est plus viscéralement répréhensible car à ce stade, on a passé une étape. Je suis assez content, les scientifiques que j'ai financés ont fait du bon travail, c'est-à-dire créer des sources, étudier le truc, donc je vais pouvoir monter d'un cran le niveau d'exposition de l'idée du cannibalisme dans la tête des petites foufoules toutes mignonnes. Le cannibalisme devient acceptable? Mais non, et si, et si, et si. Oh oh oh, reste avec moi là. Je vais augmenter le niveau d'hypocrisie. Bah oui, étant donné que je dicte tout ce qui est bien et ce qui est mal, autant y aller à fond dans ce qui m'arrange. Tout d'abord, j'augmente, reste avec moi j'ai dit, tout d'abord j'augmente le niveau d'exposition aux radiations du cannibalisme, de cette idée comme étant existant. C'est-à-dire que les scientifiques, en collaboration avec les médias, vont commencer à parler davantage de cette idée de manière à ce que celle-ci soit un petit peu plus présente dans l'esprit et dans le temps de cerveau des foules, des gens, des individus, des loulous. Deuxièmement, l'étiquetage, la création de clans pour-contre, car rien de mieux que l'opposition pour faire passer une petite pilule. À ce stade-là, l'opposition pour-contre est très légère, c'est-à-dire que comme on l'a vu dans l'analyse d'Overton, les personnes qui rejettent entièrement le cannibalisme vont être catégorisées comme n'étant pas très ouverts d'esprit pour légèrement psychorigides. Et par la suite, quand cette idée sera beaucoup plus ancrée dans l'esprit des foules, ils vont carrément se faire traiter de nazis, de fachos ou de complotistes ou d'adeptes du mal. Va naître une sorte d'échelle d'étiquetage qui va enfermer de manière préconçue dans des boîtes, et donc des images qui y sont directement associées, les personnes via les idées qu'ils auront envers le cannibalisme. Car c'est beaucoup plus facile de juger, de critiquer une image, une boîte, que de réfléchir aux opinions d'une personne. Allons donc du petit fermé d'esprit au facho, au fur et à mesure que la dite idée va progresser dans le cœur des foules. Et au fur et à mesure que cette idée va prendre une place médiatique importante. Troisième étape, donc le jeu des mots. Les mots auxquels sont associés un symbole fort vont être adoucis, de manière à ce que la révision du vocabulaire entraîne une diminution du rejet du cannibalisme. On enlève la consonance négative de chacun des mots porteurs d'un sens qui ne vont pas dans le mien. Les mots deviennent plus neutres. Un petit peu comme à l'époque où Apple a rendu plus mignon ses Apple Watch avec des bords un petit peu plus arrondis pour rappeler les bajoux d'un petit bébé, à une époque où on le rappelle, la surveillance via le matériel électronique était la psychose collective des foules. These are subtle ways to communicate that technology often inhibits rather than enables. C'est-à-dire qu'en modifiant quelques détails, on passe de quelque chose d'une manière totalement irrationnelle et pas logique, mais les foules ne sont pas logiques encore une fois, de quelque chose qui va pas passer à quelque chose qui va beaucoup mieux passer. C'est une sorte de lubrifiant. Un jargon pseudo-scientifique va être créé. Inventer de nouveaux noms permet de détacher l'essence du problème. Car en arrachant la notion de base rattachée au mot, on arrache le symbole, l'émotion qui est liée à ce mot. Et on prive donc de son contenu idéologique ce mot. De cette manière, les adversaires du cannibalisme peuvent moins l'attaquer. Les nouveaux mots sont moins attaquables car ils n'ont plus cette idéologie qui est justement attaquable, qui ferait dresser le poil à n'importe quelle personne sensée. Un petit peu donc comme un criminel qui change de nom de famille et qui change de passeport. Malgré sa nouvelle identité, ce criminel reste le même. Mais sous couvert d'une identité nouvelle, il peut passer la douane. Linguistiquement parlant, l'impact n'est plus le même. Car oui, l'impact des mots est plus fort que ce que l'on croit.
Et la déconstruction des mots entraîne la déconstruction de l'idée, qui donc la rend bien plus perméable dans l'esprit et dans la tête des foules. Le cannibalisme devient alors excusable. Oui, c'est bon pour le bise ça. L'anthropophagie, pardon, devient plus excusable car on a renommé cannibalisme. Et oui, on en vient donc à la création de sources. La création de références et de sources historiques, mythologiques, pseudo-scientifiques, scientifiques ou autres vont permettre d'appuyer le propos pro-cannibaliste, qu'elles soient réelles ou fictives par ailleurs. Grâce à ces sources, il peut y avoir une nouvelle narration du récit, et donc de quoi appuyer la légitimité du dit récit, car l'être humain fonctionne par histoire. Et en plus de ça, la foule a du grain à moudre pour alimenter l'argumentation pro-cannibaliste, avec ses nouvelles sources et ses nouvelles références. Chaque argument d'ailleurs tournera autour des mêmes foules quand on creuse. Se positionne dans les esprits des foules une sorte d'ambiguïté. Le cannibalisme, c'est pas cool, je vais pas aller bouffer mon voisin, mais d'un autre côté, dans certaines situations, c'est excusable. On peut trouver un moyen d'expliquer le fait que manger une jambe, ce soit pas mal. Par exemple, pourquoi pas manger un condamné à mort? Après tout, dans tous les cas, il va crever. Donc pourquoi gaspiller cette chair humaine? Et ouais, on vient déjà de franchir quelque chose. Stop! Ceci est une simulation, ne faites pas ça chez vous. Je me frotte les mains exactement de cette manière-là, et je suis content. Splendide! Car à ce stade, ça a pris quelques années supplémentaires, voire quelques mois, hein, qui sait. Mais nous sommes prêts à passer, du moins les foules, moi je veux juste faire mon pognon, sont prêtes à passer à l'étape suivante. L'étape qui va me rapprocher de scring, que va me rapporter la vente de ma chair humaine que j'ai dans mes frigos. Le cannibalisme devient rationnel. Maintenant que l'idée est acceptable, elle est possible, elle est envisageable dans la conscience et dans l'imagination des foules, quelque part dans l'esprit. Mais quelque part dans l'esprit vaut mieux que pas du tout. C'est-à-dire que un acte cannibaliste peut se réaliser. Je suis passé de jamais je boufferai quelqu'un, même en plein milieu de l'océan, à pourquoi pas. Il faut donc maintenant lui trouver des raisons de la mettre en pratique, parce que même je vais bouffer quelqu'un, mais oui, si je suis seul sur l'océan. C'est-à-dire qu'il va s'agir de la rendre rationnelle et raisonnable. Il faut trouver une excuse à grailler son voisin, autre que le fait que ce soit un connard. Les foules n'ont pas de raison ni d'esprit critique. Encore une fois, c'est l'une des caractéristiques qui font que la foule est perméable, que nous verrons plus tard. Le sens critique, le sens rationnel, la rationalité des foules demande moins de raisons à être contrecarré que s'il s'agissait d'un individu isolé, d'un esprit affûté, l'esprit seul, ne subissant pas l'effet foule. Le but est de trouver des circonstances atténuantes et des excuses à la pratique du cannibalisme. Des cas bien spécifiques, mais possibles, où manger de l'homme devient normal. On va, encore une fois, avoir recours à des concepts et à des mots tellement larges que n'importe qui peut y mettre sa propre définition. On va venir prôner l'argument de la nature humaine, l'argument des circonstances où c'est obligé de faire comme ça, l'argument de la génétique et pourquoi pas de la nature ancestrale de l'homme qui est un animal et qui donc peut bouffer d'autres animaux. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. En ne faisant pas la distinction, l'argument de la nature, l'argument de aujourd'hui, nous sommes mieux que nos ancêtres, nous sommes plus modernes, plus évolués, nous avons une conscience plus élevée. L'argument du patriarcat, l'argument de l'abolition d'un système, l'argument de l'évolution de la société. Évolution, c'est un terme large, société, c'est un terme large. Là, c'est le combo du large. L'argument de la liberté. Des personnes peuvent avoir le droit tout à fait légitime de goûter des gens pour savoir si au fond d'eux-mêmes ils se sentent cannibales ou pas. Non mais allô quoi. Et des personnes peuvent avoir le droit de se faire goûter pour savoir si ça leur plaît ou pas. Je sais pas, vous me recevez? Tout comme il est tout à fait naturel de devoir tuer quelqu'un pour se rendre compte que ce n'est pas forcément une expérience très agréable. Ce sont d'ailleurs souvent ceux qui utilisent le plus ces termes et ces circonstances comme arguments qui sont le moins capables de les définir. Et c'est tant mieux, on s'en fout de les définir, c'est pas ça qui est important. Il s'agirait de grandir.
s'agirait de grandir. Ce que je veux, moi, c'est que vous acceptiez l'idée que le cannibalisme c'est cool, qu'il faut bouffer de l'homme pour être en bonne santé, avoir des bonnes protéines. Moi, ce que je veux faire, c'est du business, c'est vous vendre ma cam. J'ai pas envie que vous deveniez plus intelligent, plus moral, plus avancé dans votre société, ça j'en ai rien à foutre. Vous, si ça vous fait plaisir, vous le faites, mais en soi, je m'en... En parallèle de cela, sur la scène publique, que se passe-t-il? Le problème fait débat, et un champ de bataille est créé artificiellement dans l'esprit des fous et dans l'esprit des gens, entre les personnes pro-cannibalistes et les personnes pas cannibalistes, les personnes normales en fait. C'est-à-dire que l'on insère un débat qui n'existe pas et qui ne devrait pas exister. Nous ne devons pas parler avec nos amis de est-ce que c'est bien de manger des gens ou pas. Ça ne devrait pas avoir lieu. On vulgarise ce sujet pour donner des armes, c'est-à-dire des arguments, au commun des mortels, au commun des foules. On les fait jouer avec les armes qu'on leur autorise à prendre, les pions qu'on leur autorise à utiliser. On leur donne des contenus historiques, des personnages mythologiques, des arguments, des études, des sources scientifiques ou pseudo-scientifiques, des valeurs, bref, tout un ensemble de panels qui va constamment être ressorti. Un vocabulaire, également une structure lexicale, de manière à faire bien la différence entre ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié le sujet. À ce stade, l'illusion d'une référence solide, étudiée et étudiable, qui est sous le joug du consensus scientifique, fait office de maître du jeu. Tout le monde a le temps pour débattre et se créer sa propre opinion objective, mais pas tout le monde. Personne n'a le temps de vérifier ses sources, de vérifier leur consistance et de les croiser avec d'autres sources. Et d'ailleurs, personne n'en est capable, car l'hystérie collective de l'effet foule, encore une fois on verra ce que c'est un petit peu plus tard, joue un rôle beaucoup plus important que le débat, que son logos, et que les arguments qui sont mis eux-mêmes en avant. Si la foule a raison, on trouve des arguments pour, et on s'en fout si c'est vrai ou pas. L'important c'est de prouver qu'on a raison, pas de savoir si on a raison. Et on fait en sorte que des personnalités médiatiques poussent ces idées en avant. L'autorité d'une personnalité médiatique. L'autorité d'un journaliste. Que cette personnalité soit appréciée ou détestée. Cette personnalité aura une autorité sans appel, car à force de parler, d'étudier, de retransmettre des sujets qui sont nobles et sérieux, de l'actualité de guerre, de l'actualité sociale, ou tout un ensemble de panels d'actualité qui méritent, quand ces personnes-là vont en venir à parler de sujets un petit peu olé olé, comme le cannibalisme, le fait qu'elles s'en mettent à parler, ça veut dire, même inconsciemment, que c'est un sujet sérieux, que c'est un sujet qui mérite d'être étudié. C'est-à-dire que cette personne se charge de crédit en parlant de vrais sujets et va le décharger d'un coup en parlant d'un faux sujet, le cannibalisme. Mais le fait est que ça devient quand même sérieux. Donc le sujet va prendre de l'ampleur, va être commencé à être diffusé sur la scène médiatique, et donc si c'est sur la scène médiatique, c'est-à-dire que c'est digne d'intérêt. Tout le monde donc commence à en parler pour occuper le temps de tête, et faire en sorte que le cannibalisme devienne un sujet tout aussi important que l'égalité, que les guerres, que les violences faites aux femmes ou que des vraies choses. À force de répéter cette messe de partout, par exemple tous les soirs à 20 h, sous des angles différents, bien la foule va commencer à prendre parti et à développer des opinions pour ou contre. Alors qu'encore une fois, ce n'est pas un vrai sujet et ça ne devrait pas en être un. On parle de cannibalisme, de bouffer ta sœur, ne fais pas ça, s'il te plaît. Le cannibalisme se revêt d'un habit de sérieux alors que ce n'est qu'un imposteur. Les journalistes commencent à parler et les experts montent sur les plateaux télévisés, sur les petites chaînes YouTube spécialisées. Des débats tournent autour du oui, non, oui, non, oui, non, dénués de toute nuance, car la nuance, ce n'est pas une capacité accessible aux foules hystériques. C'est parfait pour moi. Les affaires marchent en ce moment. Car moins il y a d'arguments contre, plus le parti pris du bouffon des hommes prendra toute la tête des foules. Et plus ça prendra la tête des foules, plus je vais faire du cash sale. Des idées communes germent dans l'esprit de dizaines, voire de centaines de personnes qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, de manière à ce que, par la suite, le rassemblement d'une manière physique ou immatérielle sous le même emblème
de ces personnes soit plus simple. Et cette foule, une fois formée, pris d'un sentiment de patriotisme, sera suffisamment puissante pour contaminer ceux qui sont encore réticents et qui résistent encore et toujours à l'envahisseur mental de l'idée cannibalistique. En fait, c'est un envahissement psychologique. Passons donc à l'étape suivante, la plus vicieuse et ma préférée, car c'est là que l'exponentielle décolle et que nous atteignons le point de non-retour dans l'esprit des foules. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que c'est mort. Pour vous, les loulous. C'est là que les cerveaux vont tellement être exposés sous des angles différents et d'une manière violente à l'idée cannibalistique que le peu de raison qu'il restait à quelques individus récalcitrants va s'évaporer complètement. Les partisans vont devenir des extrémistes, les neutres vont devenir des partisans et les contres vont devenir des neutres. Et le pire, c'est que c'est l'étape la plus simple parce qu'il me suffit de prendre les mecs qui sont le plus zozo par l'idée cannibalistique, on en fait des figures de proue qui vont contaminer les autres, et miam, les bons humains qui vont bientôt finir dans les petites assiettes. Le cannibalisme devient donc populaire. Ouais, c'est à la mode, c'est cool. C'est-à-dire que ça va devenir un sujet cool, un sujet à la mode, un sujet pas simplement sérieux, mais quelque chose qu'on va vouloir intégrer dans son mode de vie. Grâce à quoi? La propagande! Non. Grâce à des publicités avec des meufs bonnes, des artistes, des influenceurs, des youtubeurs, la musique, aux films, aux séries Netflix, podcasts, livres, aux romans, magazines et à tout vecteur, à la radio et à tout vecteur d'influence, de manipulation et de connexion avec les foules, à tout vecteur de propagation d'idées. Pas une seule seconde de répit ne sera donnée à vos petits cerveaux, de manière à ce que au moins une référence à l'idée cannibalistique percole vos petits esprits tous les jours. Ça va devenir cool d'être cannibale. On voit ça à la télé, sur Instagram. Parallèle, l'idée va enfiler le masque d'une cause prompte à défendre. On va venir jouer sur les émotions, sur le pathos. La norme d'hier, c'est-à-dire que le cannibalisme n'est pas moral et illégal et devrait être corrigé d'une bonne rouste, devient la cause de persécution d'aujourd'hui et l'explication de tous les maux d'une société infâme, persécutrice, ne voyant pas cette petite minorité, ne voyant que s'exprimer. Mais c'est qu'à ce stade, une pratique horrible comme le cannibalisme s'est transformée en une cause noble à défendre. La pauvre petite cause à sa maman. Les cannibales sont d'ailleurs eux-mêmes invités sur les plateaux télévisés, interviewés par des youtubeurs, par des influenceurs. Pourquoi pas on va faire une story avec des chaînes YouTube de cannibales, grimpe en flèche, abonnez-vous. Pourquoi pas qu'on va commencer à vendre de la protéine à base d'humains, je ne sais pas. Que des personnes vont témoigner, avant je mangeais pas d'humains, mais maintenant ouais, je suis flexi-humain. On va venir raconter des histoires tristes pour ramener la masse à leur cause, via le pathos, via l'empathie, parce qu'on s'apitoiera toujours sur la pauvre petite victime. Mais ça fonctionne bien, car le fait de défendre la victime, c'est dans les tripes de l'humain, et heureusement d'ailleurs. On ramène l'acte cannibaliste à des critères bien trop hauts, bien trop purs, bien trop nobles pour être jugé et critiqué par de simples personnes fermées d'esprit, étriquées. L'amour, la liberté, l'acceptation ou encore la compréhension de soi, de sa personne et de sa place en tant qu'être humain dans cette société. Parce que si le cannibalisme est noble, comment le blâmer? Si le cannibalisme est symbole d'amour, de liberté, d'expression de soi, comment le blâmer? Avant-dernière étape, le cannibalisme devient politique. Maintenant que toute l'opinion publique et toutes les strates de la société sont dans ma poche, c'est guinguette. Tout est prêt pour percoler le pouvoir public. Le cannibalisme doit être défendu. Une base législative et des partis se forment, bien entendu. C'est moi qui les subventionne en grande partie. Et l'avance politique démocratique est en marche. L'heure est à la libération, clame la foule devant l'Assemblée nationale. Et le pire, c'est qu'ils y croient les La voix est en marche. Et le blé va bientôt arriver dans ma poche. Sonnant
et trébuchant. Sont introduits et votés de nouveaux devoirs citoyens, de nouvelles lois. La norme change, la société change, l'interdiction de manger des humains est levée, et même devient une norme. On prône le libéralisme, la tolérance, on interdit l'interdiction du dit tabou. Des nouvelles lois sont adoptées, d'autres modifiées, ou d'autres détruits. Bien sûr, les lois anti-cannibalisme sont levées. À partir de ce stade, les normes même de l'existence humaine de la société dans laquelle les cannibales vivent changent. Et les échos de cette nouvelle tendance cannibalistique sont inévitables. Tout le monde en entend parler, de près ou de loin, et même si pas tout le monde n'y adhère, tout le monde est concerné. L'étape finale qui soudera à jamais ma légitimité, le cannibalisme et les enfants. La dernière étape, la touche finale de mon œuvre qui la rendra parfaite, toucher les nouvelles générations. Le sujet du cannibalisme se rend petit à petit, insidieusement, comme des vers de terre dans les jardins d'enfants, dans les écoles, dans les crèches, dans les garderies. La prochaine génération va grandir sans aucune chance d'être épargnée par ce sujet, par le cannibalisme. Peut-être même que les parents de ces enfants sont eux-mêmes cannibales. Peut-être qu'on servira de l'humain dans les cantines. C'est-à-dire que le cannibalisme fera entièrement partie de la psyché de la nouvelle génération, de leur constitution mentale, de leur modèle du monde. Ce sera une base à partir de laquelle ils pourront juger ce qui est bien de ce qui est mal. Il n'y a plus de tabou, plus de restrictions, mais donc il n'y a plus de sacré. Moi je m'en branle, hein, je fais rentrer le blé. Mais vous ? Les notions ne sont plus discutées, il n'y a plus d'interdits, plus de limites, plus d'abus. Les mots sont transformés et leur sens complètement souillé. La liberté, prônée par la cause cannibalistique, incarne la dégénérescence. Car être humain, c'est tendre vers le meilleur, c'est tendre vers l'augmentation de son existence et de celle de ses proches. C'est faire tendre les générations futures vers mieux que ce qu'a pu construire la nôtre. À ce stade de notre exposé, une sorte de limitation doit encore nous faire dire quelque part le cannibalisme. C'est un cas extrême, je ne pourrai jamais accepter une telle chose et c'est pas aussi simple de rendre le cannibalisme cool. C'est même impossible, c'est pour comprendre, c'est pour l'exemple. Les gens vont forcément comprendre et se rendre compte que c'est une manipulation et ils vont s'arrêter aussi sec, personne ne deviendra cannibale. Ils vont détecter le point de non-retour et s'arrêter juste à temps. Et ben en fait, non, parce que le mécanisme de l'évolution de l'idée d'impensable grâce à la fenêtre d'Overton repose sur une faiblesse extrêmement humaine. C'est ce que l'on pourrait appeler, ou du moins par souci de vulgarisation, l'effet foule. Chose très simple, exemple très simple. Vous vous souvenez sans doute de la Coupe du Monde de foot de 2018, quand tout le monde était dehors, dans les rues, du fait que les Français avaient gagné. Eh bien ça, c'est une véritable foule nationale. Si 9 personnes malades viennent vous voir et que vous êtes une personne en bonne santé et que ces 9 personnes vous disent « Tu es malade parce que tu n'es pas comme nous maintenant », qu'est-ce que vous feriez? Vous accepteriez cet état de cause ou vous serez suffisamment vaillant et solide pour leur expliquer que ce sont eux les malades. Cette citation est d'autant plus intéressante qu'elle permet de pénétrer une caractéristique humaine universelle, sa connerie. Cette connerie a des racines bien plus profondes et étudiables qui permet d'expliquer pour celui qui sait manipuler la foule comment est-ce que tout est possible, même faire s'autodétruire cette foule. Mais déjà avant toute continuité, qu'est-ce qu'une foule? Qu'est-ce que c'est que ce terme dont je vous rabâche les oreilles depuis tout à l'heure? Il faut pouvoir différencier deux choses. La foule au sens commun, c'est-à-dire un rassemblement d'individus divers quelque part, quel que soit le hasard, et qui n'ont absolument rien en commun. Dans un magasin, par exemple. Si aucun but, idée ou sentiment commun n'est déterminé chez l'ensemble de ces individus qui sont côte à côte, alors ce n'est qu'une simple masse de gens. Et donc ce n'est pas une foule. Le deuxième sens de la foule, qui est le sens qui nous intéresse aujourd'hui, la foule
psychologique, c'est dont je parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un rassemblement d'individus qui ont des excitants en commun, c'est-à-dire des idées, des sentiments, des buts, des impulsions, des valeurs en commun, dont l'ensemble de ces individus qui constituent cette foule partagent les mêmes. Ces individus vont alors s'organiser et se structurer pour prendre des caractéristiques cognitives d'une foule. Et les foules ont des caractéristiques cognitives bien spécifiques et reconnaissables. Il suffit simplement que les individus partagent des idées, des sentiments, des buts similaires, et que ces individus se réunissent, par hasard ou volontairement, dans la vraie vie sur Internet, pour qu'une foule organisée prenne vie. Un petit peu comme dans l'espace commentaire de cette vidéo. Des communautés peuvent alors apparaître, telles les LGBT, mais aussi des fans d'un artiste lors d'un concert, ou des fans de sport dans un stade vélodrome. Ou tout simplement les gens qui sont allés acheter en masse du PQ pendant le Covid. Va découler 3 choses de cette foule psychologique. Tu peux appuyer. La création de caractères nouveaux, qui n'existent pas chez les individus isolés, mais qui apparaissent de manière temporaire chez cette foule psychologique. L'évanouissement des personnalités et de l'esprit critique, conscient, qu'aura chaque individu propre. Et enfin, l'ensemble des sentiments et des idées qui sont orientés dans une seule et même direction, celle de la réussite de la foule. Et une petite poignée de personnes prises sous le joug de l'effet foule peuvent renverser un empire ou lever une armée, là où une nation entière qui n'est pas prise sous le joug de l'effet foule ne fera rien. Ce n'est donc pas une question de quantité, mais une question d'activation ou non de cet effet foule. En somme, chacun peut être touché. C'est comme le sida. N'hésitez pas à vous faire dépister. La foule psychologique est une nouvelle entité à part entière. Une entité transitoire, mais avec des caractéristiques psychologiques nettes, précises et uniques. Cette nouvelle entité qu'est la foule psychologique fait ressentir chez l'ensemble des individus qui la composent un sentiment d'invincibilité et de collectivité où la raison, l'esprit critique et la logique s'évanouissent totalement pour ne laisser place qu'aux sentiments et aux instincts les plus grégaires. En bref, la raison individuelle s'écrasera toujours pour le profit du collectif. La foule collective est soumise à une unité mentale animale. Tout le monde est touchable. Seule l'idée, les idées, les sentiments et les buts vont changer d'une foule à l'autre et donc sont directement liés à l'esprit du temps et de l'histoire. Il est plus facile de manipuler une foule que de convaincre un individu isolé. D'où le fait que l'influence sera toujours sur la masse et non sur le sujet. Les foules psychologiques font toujours ressortir chez l'individu ses pulsions animales les plus inconscientes, celles qui font appel à son cerveau reptilien, un petit peu comme quand on a envie de manger. Mais donc, d'où peut bien sortir cette caractéristique humaine de l'effet foule? Cette caractéristique humaine présente chez n'importe qui, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quel que soit son genre, quelle que soit sa situation géographique. Eh bien en réalité il s'agit de caractères ancestraux de l'homme qui ont constitué son inconscient collectif. CF, ma première vidéo, ce poids te tue. Et c'est cet inconscient qui va dicter les actions à faire sur le conscient. La foule va appuyer sur un bouton qui va entraîner une réaction en chaîne, qui va arriver dans le conscient et qui va faire à l'homme se sentir tel qu'il est au sein d'une foule et lui faire faire ses actions. Et d'un autre côté, d'autres traits de cette constitution inconsciente collective de l'homme peuvent ressortir temporairement, malgré le fait qu'il soit enfoui et inconnu de l'individu qui va agir de telle ou telle manière. C'est-à-dire que va ressortir sous l'influence de stimuli de la foule psychologique un ensemble de caractères dont l'individu n'avait aucune idée et le comportement qu'aura alors cette personne n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est toute la journée et ce qu'il est dans sa vie. Il va complètement changer car les composantes inconscientes qui sont à l'origine de ses actions ne ressortent jamais quand il est isolé mais seulement quand il est pris sous le joug d'une foule psychologique. C'est un petit peu comme si la foule appuyait sur des déclencheurs psychologiques,
des sortes de boutons. Et la seule différence qu'il va y avoir entre les individus quand ils sont isolés, c'est-à-dire leur intellect, leur connaissance, leur faculté à réfléchir, disparaissent complètement sous l'effet foule. C'est-à-dire que la foule psychologique annihile toute différence de niveau entre les humains. Maintenant, quelques caractéristiques que je tire du livre Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Déjà, c'est que la foule psychologique est par nature débile, dénuée de raison et ne fonctionne que par impulsion basique. Voici donc quelques caractéristiques des foules psychologiques. On va retrouver, à force d'études chez les foules, certains traits, certains comportements qui sont redondants, et donc que l'on peut analyser, décortiquer, comprendre pour mieux comprendre une foule. Tout d'abord, le sentiment d'invincibilité. Le sentiment d'invincibilité qui emparera les individus qui constituent une foule s'explique du fait que ces individus se sentent protégés au sein de cette foule et donc peuvent pleinement exprimer des pulsions qu'ils n'auraient jamais osé exprimer seuls, du fait que personne ne pourra les attaquer par la suite pour ça. La crainte de la réprimande, le surmoi s'abandonne totalement, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune frontière entre la pulsion et l'acte, un petit peu comme dans un rêve. Deuxièmement, le sentiment d'anonymité. Si c'est la foule, c'est tout le monde. Et si c'est tout le monde, ça veut dire que ce n'est personne à la fois. C'est ce qui rend la foule irresponsable, car les personnes qui ont commis la faute ne paieront jamais pour cette faute. Il n'y a jamais d'acteur de la faute. Et donc, il n'y a jamais de limite, car personne ne peut être réprimandé. Si le surmoi, c'est-à-dire les limites personnelles, sont abandonnées, et si les limites extérieures sont abandonnées car c'est la faute de personne, il n'y a plus aucune limite. Troisième symptôme, la contagion collective. Tout acte est contagion et contagieux. Le collectif primera toujours sur le personnel. L'individu est comme hypnotisé et suivra toutes les actions de la foule sans hésiter, sans réfléchir, sans aucune mesure, sans aucune retenue. Le sentiment de suggestibilité. Il y a une destruction totale de l'analyse critique. La foule devient donc perméable et suggestible à 100% au maître du jeu, à celui qui la contrôle, qui la manipule. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, la propagande et les différentes étapes de la fenêtre d'Overton ne sont rien d'autre que la conséquence d'insinuer le substrat nécessaire par des idées, des sentiments dans l'esprit des gens. Substrat duquel naîtra les futurs sentiments d'unicité de ces individus, défendant la même cause, ayant le même but, les mêmes idées, formant la foule psychologique, devenant donc malléable à un gourou, à celui qui connaît ses biais et qui sait les utiliser, biais qu'il pourra utiliser pour percoler n'importe quelle idée et l'amener à ses fins. Ainsi, toutes les étapes que l'on retrouve dans la fenêtre d'Overton jouent sur l'effet foule, faisant passer des idées que l'individu construit isolé, seul ou en famille, à la limite, ou avec des amis, n'aurait jamais accepté, car ayant encore un esprit critique. Or, chez la foule, il n'y a plus conscience de ses actes. Overton n'a qu'un but, insinuer les ingrédients nécessaires pour que par la suite, la mayonnaise prenne dans l'inconscient et que les gens se réunissent pour créer des foules. C'est aussi simple que ça. Car plus ces ingrédients sont intégrés dans la psyché des individus, plus les réunir, les manipuler, les influencer vers un but collectif sera simple et la foule, à ce moment-là, pourra accepter n'importe quoi. L'idée devient raison, qui devient sentiment, qui devient la structure psychique et psychologique des générations suivantes. Car aucune décision prise par une foule n'aurait été prise par un individu séparé et isolé. La moralité et les valeurs de la foule. La foule est esclave de ce qu'elle reçoit, c'est-à-dire qu'elle est impulsive, immature, émotive, mobile et irritable. Elle est esclave de la conduite qu'on lui ordonne d'adopter. Elle ne connaît que les sentiments simples et extrêmes. La foule obéit à 3 règles. La règle des opinions, c'est-à-dire qu'elle réagit davantage aux symboles et aux images qu'au raisonnement logique. La règle des idées, elle obéit aux idées qui lui sont suggérées, c'est-à-dire que ces idées sont acceptées en bloc absolument indiscutable, au
rejetez complètement comme mensonge absolu sans absolument aucune nuance entre les deux. Et enfin la règle des croyances, c'est-à-dire qu'elle obéit à des croyances qui sont déterminées par suggestion, c'est donc vrai, complètement vrai ou complètement faux, au lieu de croyances engendrées par voie de raisonnement. En réalité, la moralité des foules joue sur le besoin impondérant que va avoir l'homme, que va avoir l'humain, à se sentir grand, à se sentir noble, à se sentir fort. Et grâce à l'annihilation de la raison due à l'effet foule, on peut faire passer n'importe quoi comme permettant d'être grand, comme permettant de s'élever. C'est-à-dire que la raison de l'élévation ne compte pas, seul compte le sentiment que l'on a de s'élever. Comme par exemple le fait de défendre le pauvre opprimé qui ne sait pas s'il est un homme ou s'il est une femme, alors que la réponse se trouve dans son slip. Et le fait de défendre ce genre de valeurs permet à la foule de se sentir grande, de se sentir importante et de s'en sentir vivante. Là où le sens des valeurs individuelles engendre un respect plus ou moins permanent du sens collectif et des normes sociales, ainsi que la répression permanente et constante de ces impulsions égoïstes et de ces impulsions animales. Idées, raisonnement et imagination de la foule. Les idées de la foule. Chaque civilisation dérive d'un petit nombre d'idées fondamentales qui vont structurer l'ensemble de sa cognition. Et ces idées fondamentales sont très rarement renouvelées. Et ce sont ces idées qui sont le noyau même des foules et de l'ensemble des individus qui la composent. C'est une sorte d'inconscient collectif relativement proche entre les individus d'un même peuple. Et par peuple, on entend la culture et l'éducation de l'ensemble de ces individus formant la consistance de la foule une fois que ces individus se trouvent retrouvés. Et en réalité, les grandes perturbations historiques interviennent quand ces idées fondamentales, ce noyau, ce cœur, l'âme de ce peuple, se trouve changé, se trouve modifié, quand on commence à le toucher. L'âme d'un peuple, c'est son cœur, et s'attaquer à ce cœur, c'est détruire ce peuple. Car Overton permet d'attaquer les idées fondamentales de ce peuple, étape par étape, de manière subtile. De cette manière, le peuple va petit à petit oublier ses idées originelles qui étaient son essence même, qui était sa consistance de base, sa consistance naturelle sur laquelle il s'est créé. De manière à oublier, mépriser progressivement les idées originelles, fondamentales de ce peuple. Bien entendu, plus les idées sont enracinées profondément, plus ça va être long. Mais le fait est que, à terme, on pourra quand même le détruire. Jusqu'au jour où on va arriver, où une génération naîtra sans aucune colonne vertébrale, sans aucune idée, sans aucun souvenir de ses idées originelles, et c'est à ce moment-là précis que par manque de repères et par manque de valeurs, n'importe quoi pourra être admis. Ainsi, la gestation et la destruction lente des idées originelles de l'ensemble d'individus va engendrer des nouvelles générations complètement flasques. Holy fucking smokes, dude. Structuration religieuse d'une foule. On n'est pas religieux seulement quand on adore une divinité, mais quand on met toutes les ressources de son esprit, toutes les soumissions de sa volonté, toutes les ardeurs du fanatisme au service d'une cause ou d'un être devenu le but des sentiments et de ses actions. Et le but même de la fenêtre d'Overton, de toutes ces étapes de manipulation de masse, c'est d'orienter un maximum d'individus, d'orienter l'allégation des ressources et de l'énergie d'un maximum d'individus vers une même cause, vers une même chose, vers un même sentiment, vers un même but. Bien entendu, ce but aura été décidé bien en amont, par un petit groupe d'individus ou par un seul individu isolé qui a tout intérêt à ce qu'on lui allègue l'ensemble de ses ressources. Un petit peu comme vous le voyez actuellement sur ce schéma. Au début, l'individu lègue l'ensemble de son énergie et de ses ressources à des choses normales pour lui manger, baiser, voir ses potes, son travail, faire de la thune, etc. Et absolument aucun iota de cette énergie, de son énergie, de ses ressources, de son attention mentale se dirige vers l'idée en cours d'overtonisation. Quand l'idée est impensable, rien ne lui est allégué. Et tout le but, c'est qu'on lui allègue un maximum. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancement de l'idée d'impensable vers politique, de plus en plus d'énergie, de ressources et d'attention mentale va être attribuée à l'idée overtonisée. Ce mot n'existe pas, mais on va l'employer par souci de compréhension. Et au fur et à mesure que la fenêtre d'Overton se déplace, que les étapes sont franchies, l'individu va finir par allouer une quantité colossale d'énergie, d'attention mentale et de ressources à l'idée qui a autrefois été complètement impensable. Dans les cas extrêmes, jusqu'à faire une grève de
de la faim, à ne plus boire, à ne plus manger, à ne plus se respecter, à complètement délaisser son travail, ses amis ou sa famille. Ça, c'est dans un cas extrême, par exemple dans le cas d'une secte. D'un point de vue plus global, ça va être dans le fait de prôner cette idée, de dire qu'elle incarne certaines valeurs, de se battre pour, de se lever le matin pour, d'aller voter pour, etc. Alors qu'il y a encore quelques années, cette idée ne faisait aucunement partie de la structuration mentale de l'individu. Et la capacité de modifier l'allégation des ressources d'un individu est due à la structuration religieuse de la foule. Qu'est-ce que c'est qu'une structuration religieuse? On va retrouver tout en haut un gourou. Ça peut être une idée, un individu, un groupe d'individus, une valeur, quelque chose à défendre, bref, quelque chose de supposément suprême et qui est au-dessus de tout. Bien entendu, cela revêt de l'ordre du sentiment. Deuxièmement, on va retrouver la crainte de la puissance qu'on attribue à cette chose. Encore une fois, cela revêt de l'ordre du sentiment. Troisièmement, on va retrouver la soumission aveugle au commandement de cette chose. C'est comme ça, point. Quatrièmement, une opposition de plus en plus violente avec les personnes qui refusent ce dogme. Et donc l'impossibilité de discuter ce dogme. Cinquièmement, le désir de répandre ce dogme, de contaminer un maximum de personnes à sa bonne parole. Et enfin, sixièmement, une capacité tenace à considérer comme ennemis, point barre, toutes les personnes qui refusent ce dogme. On remarque d'ailleurs que toutes les étapes d'Overton se fait d'une manière très douce, très lente, parce que si les choses se faisaient de manière brutale, c'est-à-dire que si la charge mentale d'un individu passait de 0 à 10, il détecterait l'entourloupe, et donc à ce moment-là, il n'irait pas dans ce sens. Cependant, si ça se fait de manière très simple, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, au final, sa charge mentale sera toujours à 10, mais le fait est que ça aurait été fait petit à petit, fait que l'individu ne le sent pas, ne le détecte pas, et donc ça passe. Il y a ainsi dans toute foule, quelle que soit la cause qu'elle défend, même chez les agnostiques rationalistes, même chez les cartésiens, même chez les athées, un sentiment de religion. Ce qui nous amène donc maintenant au cœur même de cette vidéo, les woke. Maintenant que nous connaissons les étapes de la fenêtre d'Overton, que nous les avons vues et comprises appliquées à un cas concret qu'est le cannibalisme, que nous connaissons la structuration psychique et le sentiment de moralité des foules, ainsi que leurs failles, et l'ensemble des mécanismes qui permettent de les manipuler, nous avons tous les matériaux nécessaires pour répondre à la question centrale de cette vidéo, question pour laquelle vous avez cliqué, quel est le point commun entre cannibale et woke? Et si vous avez eu le courage de rester jusqu'à ce stade de la vidéo, déjà mettez un pouce en l'air. Et surtout, voici la réponse. Le point commun, c'est la pénétration d'une idée autrefois impensable et à raison, en une cause noble à défendre qui va être enseignée aux générations suivantes. Bien entendu, le cas du cannibalisme reste fictif, et bien que cela pourrait se produire, ce n'est plus ou moins pas trop la tendance du moment. Cependant, le cas du wokisme a suivi exactement les mêmes étapes, subtilement, sans se faire détecter, de manière de passer de ça. Il m'a dit, au moment où j'ai avoué quelque chose, je suis attiré par les hommes. Ça m'a fait un effet foudroyant, je suis parti en claquant la porte, je lui ai dit ce que je pensais, qui n'était pas très gentil, mais enfin je lui ai dit ce que je pensais, puis je suis parti en claquant. Moi je pensais que, j'étais pas loin de penser que c'était un monstre, que c'était quelque chose d'épouvantable, que c'était un vice, et je suis parti tout en sanglotant, que je ne pouvais plus me retenir, je suis reparti chez moi, puis alors il est venu me retrouver, par la suite, bon, j'ai eu beaucoup de mal à admettre cette chose-là. À ça. Ainsi, voici les étapes d'Overton qui nous expliquent comment le wokisme a pénétré l'âme des foules, la vôtre et la mienne. Tout d'abord, le concept était impensable. Il y a encore quelques années, le concept de wokisme n'existait pas. D'ailleurs, ce mot même n'existait pas, ainsi que tous les mots du vocabulaire qui lui sont rattachés. On est un homme, on est une femme. Éventuellement, si on est un peu exotique, on est un PD ou une lesbienne, mais ça s'arrête là. Être, faire, penser, dire l'inverse, c'est être déviant. D'ailleurs, PD est une insulte. C'est sale, point. Deuxième étape, donc, la radicalisation du concept de ce qui va être plus tard le wokisme et mouvement, tout ce qui va être LGBT. Pourquoi pas dévier de son axe biologique, donc faire un petit peu le foufou. Ça peut être un bon sujet d'étude d'un point de vue biologique et psychique pour comprendre comment quelques individus sont en arrivés à ce genre de choses. Et petit à petit, un vocabulaire se crée. On parle d'expression de genre, d'identité, de genre, on fait la différence entre genre et sexe, etc. Donc le jargon pseudo-scientifique commence à se mettre en route. Des scientifiques et des experts
Ah c'est bien parce que derrière le mot expert on peut tout cacher alors que ça veut rien dire. Commence à en parler, à étudier la chose et à augmenter le temps d'exposition ou à trouver des raisons valables à ce genre de choses. Au fait de se faire enculer à sec. Ils interviennent de plus en plus et essayent de trouver la raison qui expliquerait qu'après tout, 3,6 milliards d'années, un homme pourrait en fait être autre chose qu'un homme. Bien entendu, à ce stade-là, on va utiliser une base vraisemblable, véritable, qui a pu traverser le fil des âges, pour en extraire quelque chose qui, simplement revêtu d'une blouse blanche, va devenir vérité, vérité de laquelle des sources vont être créées pour avancer dans notre quête de conquête de l'esprit collectif de la foule. Et petit à petit, un vocabulaire se crée. On parle d'expression de genre, d'identité, de genre, on fait la différence entre genre et sexe, etc. Donc le jargon pseudo-scientifique commence à se mettre en route, pour en arriver au fait que le wokisme devienne politique. L'idée devient alors acceptable. Sous certaines conditions, il est possible de devenir autre chose que ce que l'on est. On relie des concepts qui n'ont absolument aucun lien entre eux, mais qui aux yeux des foules en ont un. Par exemple, le fait de relier l'identité d'une personne, qui est sa constitution propre, à sa sexualité. Cette liaison est aussi basique qu'un esquimau, sachant que la glace corps transparent fond sous la langue, se dit que le verre, corps transparent également, fond sous la langue. On crée des termes, des arguments, des mots nouveaux, un vocabulaire, des sources pour donner des arguments en faveur de la théorie que l'on souhaite prôner, oubliant la vérité, mais ne voulant former qu'un dogme qui va prôner et prendre les allures de vérité. À ce stade-là, commencer à penser l'inverse de l'idée qui prend de plus en plus d'efforts nous fait être étiqueté de patriarcat, d'anti-moderne, de facho, ça sera plutôt par la suite. Le procédé d'étiquetage a commencé. Et du fait que, comme n'importe quelle foule a une structuration religieuse, la foule prônant le mouvement qui par la suite va être appelé woke, va faire que les individus rejetteront tout argument contraire comme étant complètement faux, sans être capables de raisonnement quelconque. Non mais regardez les gens, je suis ouvert d'esprit, j'ai un globe. Bref, donc là l'opinion va commencer à devenir rationnelle. On passe donc de l'acceptable au rationnel. Le fait de devenir autre chose que ce que l'on est naturellement peut trouver des raisons, dans le fait de se sentir mieux, dans le fait de prôner un avancement, dans le fait que la société n'a plus les mêmes limites qu'hier. Un ensemble d'enfumages qui permettent d'excuser quelque chose qui, en bout de compte, n'a pas de sens. Puis on en arrive au moment où le wokisme devient rationnel. C'est-à-dire que le fait de pouvoir incarner quelque chose que l'on n'est pas naturellement, ou de changer en cours de route, devient le symbole d'une société éveillée, devient l'incarnation de valeurs telles que la liberté, l'estime de soi et l'accomplissement personnel. En effet, qui est-ce qui ne souhaite pas être éveillé? Qui est-ce qui ne veut pas prôner des valeurs élevées? Qui, en tant qu'homme, ne veut pas incarner la noblesse et le futur de demain? Les termes de liberté, de compréhension de soi, d'éveil, sont extrêmement vastes, extrêmement globaux, et on peut y caler la définition et la signification que l'on souhaite. Cependant, les mots, les images, les symboles auxquels sont rattachés ces mots sont forts, sont puissants, sont empreintes d'une émotion positive, qui vont pousser les foules à agir. Ainsi, en combinant un principe, une idée, ma foi, assez fantasque, à des normes et des valeurs qui vont traverser le temps, on pousse les foules à agir dans ce sens. Les débats commencent à s'immiscer de partout. La minorité encore dans l'ombre va sortir, va venir sur les plateaux, va venir raconter des témoignages et en utilisant le pathos via des expériences personnelles, des traumatismes et surtout l'émotion, va venir conquérir le cœur des foules. Et ça devient donc petit à petit populaire, à la mode et symbole de valeur, d'avancement et d'avenir que d'être woke, pro-woke, ou d'être dans cette tendance, dans ce mouvement qui va permettre à l'ensemble d'une société de s'éveiller. Des chanteurs, des influenceurs, des youtubeurs, les séries, des animateurs radio, de talk show ou autres vont commencer à propager
cette idée un petit peu partout et le temps d'exposition va être démultiplié. C'est-à-dire que là, n'importe quelle personne, même qui n'a pas encore été touchée par cette idée, qui n'en a absolument aucune idée, va rentrer en contact avec, de près ou de loin, de manière à affaiblir encore davantage les défenses immunitaires cognitives naturelles et rationnelles de l'individu isolé. Tintin. Certaines personnes qui sont au sommet de la pyramide de Maslow, qui ont donc ce besoin de trouver une cause, vont saisir la cause des woke pour pouvoir défendre l'opprimé et créer cette société meilleure. Ça devient cool d'être woke, ça devient cool d'être pour eux, ça devient cool d'avancer. Et de plus en plus de TikTok, de shorts, de réels Instagram vont se propager de manière à ce que la gangrène infeste n'importe quel foyer, n'importe quel petit cœur ou petit esprit d'une personne encore épargnée, à tel point qu'on perd la raison des choses. Par exemple, prenons cette vidéo d'Adèle, très connue. 60 millions de vues pour Adèle, alors que le seul truc dont elle parle, c'est de meufs qui sont ensemble. C'est-à-dire que des clips musicaux qui ne vont parler rien d'autre du fait d'être woke, vont capitaliser 150, entre 60 et 150 millions de vues. Là où par exemple des ONG, des initiatives, des associations qui vont s'occuper d'orphelins, de personnes qui ont été malheureusement maltraitées sexuellement ou de personnes qui n'ont pas accès à certains soins ou à certaines ressources de base ne vont pas capitaliser des millions de vues, s'ils arrivent simplement à capitaliser des milliers. Qui parmi nous a déjà regardé une interview ou une petit documentaire, ne serait-ce que de 20 minutes, sur des personnes qui ont fait énormément de bien? Que ce soit un petit médecin qui est parti 1 an pour pouvoir soigner des gens, ou tout simplement des vidéos, des interviews de l'abbé Pierre, un ensemble de personnes qui, si on cumule leur temps d'exposition sur les réseaux, même à la télé, ne vont pas atteindre 150 millions de vues. Et encore, si on additionne ces 150 millions de vues aux 60 millions de vues, voire aux autres millions de vues des clips ou des vidéos qui parlent de ce sujet, on peut atteindre, pourquoi pas, le demi-milliard. C'est-à-dire qu'on est passé d'un sujet sans importance qui ne regarde que la personne en elle-même à une expression tellement globale que l'entièreté d'un temps de cerveau d'une personne saine d'esprit peut être occupée que par ça. Et ce temps d'exposition, cette volonté de conquête et de défendre coûte que coûte ce sujet, va donc se répercuter en politique, dans les lois, voire dans le business, c'est-à-dire dans les plus hautes sphères de la société. Des manifestations vont se mettre en place dans la rue, des partis politiques vont se former, des députés vont lever et brandir haut certaines valeurs, des lois vont être votées pour défendre les LGBTQI2S+, QYZ. D'ailleurs, ces mêmes députés ou l'ensemble de ces individus qui vont constituer ces foules psychologiques qui vont se retrouver dans les rues de Paris, sur lesquelles nous allons faire des films et qui vont passer au journal de 20 h, vont toujours ressortir les mêmes arguments, les mêmes rengaines, les mêmes discours dont seule la forme et très légèrement le fond vont changer, basés sur les mêmes sources, les sources qui furent créées quand l'étape de l'overtonisation du wokisme en était encore à ses prémices. On plaint une cause, on plaint une victime, et on parle de droit comme si depuis le début ils en avaient été privés. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, n'est-il pas? Personne n'a le droit de juger, encore moins quand il s'agit d'une cause, d'un sujet politique, social ou psychologique. Personne n'a la légitimité de pouvoir imposer comme étant vrai ou faux quelque chose. Cependant, tout le monde a le devoir de comprendre les racines d'un mot pour pouvoir le traiter comme tel. Et enfin, 7e étape, les enfants sont touchés. Quoiqu'à ce stade-là, toucher des enfants, ça ne va plus gêner personne. Moi c'est Ophélia, enchanté. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Des détraqués viennent dans les écoles et parlent de ce sujet ainsi que de leur sexualité à des enfants. Les médecins, les pédiatres vont commencer à poser de subtiles questions concernant l'orientation sexuelle des enfants. Des profs en parlent. Or le prof incarne l'archétype du sage, du mentor, de celui que l'on souhaite suivre, que l'on souhaite incarner. Et ce sont ces mêmes profs qui vont s'appeler IL. Tout laisse donc à croire que la dégénérescence est possible et qu'elle est même saine. La dégénérescence a pris le pas sur le normal. Un petit peu comme la glorification d'un cancer comme étant l'apothéose de ce que l'on peut retrouver dans le corps humain, alors que c'est une maladie. Mais le plus subtil détour de cette maladie a été de nous faire oublier que c'en est une et de nous l'avoir fait apprécier comme étant saine, comme étant bénéfique et comme étant pour un avenir meilleur. Pour vous
pour moi, pour nos enfants et pour les générations suivantes qui vont habiter cette planète. Planète de laquelle nous héritons de nos ancêtres et planète que nous souillons sans la moindre vergogne. Ce sont d'ailleurs souvent des amalgames d'idées qui vont être associées, toujours pareil, à des vertus, et ce sont ces amalgames qui, en prônant quelque chose de tout à fait sain et naturel, tel que l'écologie, le fait d'arrêter de souiller cette planète, qui vont faire que le mal, va se faire passer comme bien, et le bien va être renié comme étant le pire des mâles. Voilà, du fait que la charge mentale n'a été que partielle et subtile sur quelques années, c'est-à-dire qu'on a fait 1 + 1 + 1 au lieu de faire +10 d'un coup, on est passé du les PDC dégueulasses à venez on s'encule tous. De ce fait-là, personne n'y a vu que du feu. Et c'est passé crème, comme diraient les Jones. Et donc on est passé en quelques années d'une idée absolument impensable à une idée où le simple fait de la critiquer, de ne pas être forcément d'accord, d'exprimer son avis dessus ou tout simplement d'y apporter des nuances, va nous faire passer comme un ennemi public à abattre, va nous faire être étiquetés et va faire de nous une mauvaise personne, le mal incarné. L'idée s'est transformée en sentiment viscéral, sentiment qui va s'exprimer d'une manière plus ou moins hystérique. Vous n'êtes pas un homme, Ah non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Alors attention, petit message à YouTube, ne supprimez pas ma vidéo s'il vous plaît, nous sommes là dans le cadre de la liberté d'expression, car donner son avis n'est pas encore un crime à partir du moment où l'on est respectueux envers les personnes à qui on s'adresse, et aux dernières nouvelles, éduquer, ce n'est pas insulter. Et pour passer du coq à l'âne, et non pas pour sauter le coq et l'âne, parce qu'à partir d'un certain stade, on se méfie. Qu'est-ce qui fait que cette vidéo, que ce clip musical, où encore une fois c'est juste une meuf à vélo qui chante et qui rentre dans la cuisine pour dire qu'elle aime des meufs, a fait 150 millions de vues? C'est quand même intéressant, parce que si moi je me filme à vélo, que je rentre dans une pièce et que je fais la cuisine, je pense pas que je fasse 150 millions de vues. Et encore plus si je parle de baleines préhistoriques, CF ma deuxième vidéo. L'analyse finale. Voici en bref un résumé des techniques de manipulation utilisées pour faire accepter n'importe quelle idée à un peuple, qu'elle lui soit bénéfique ou qu'elle lui soit négative, qu'elle lui permette d'avancer, d'évoluer ou qu'elle lui permette de régresser. C'est le condensé de cette vidéo, condensé dans lequel vous pourrez revenir et revenir encore et encore de manière à ce que cela soit clair pour vous et que vous soyez capable de déceler n'importe quel type de manipulation et comment est-ce que l'on overtonise une idée. C'est y part mon royave. Et donc, comment transformer une idée en sentiment? Petit tutoriel de manipulation des masses. On observe dans ce schéma, qui est de ma constitution personnelle et que je suis ravi et fier de vous montrer à l'écran, que chaque étape d'Overton correspond à une étape de pénétration de l'idée, de percolation de l'idée dans l'esprit d'un individu. Que chaque étape est plus ou moins profonde dans la psyché de cet individu et qu'en fait il s'agit simplement de trouver la clé d'une étape à l'autre pour passer de l'idée au sentiment, et que ce sentiment porte n'importe qui pour propager cette idée, de manière à ce que cette idée se propage de la même manière dans l'esprit et dans la psyché de quelqu'un d'autre. Et donc cette foule d'individus dont les idées auront percolé leur esprit jusqu'à devenir un sentiment, en se réunissant, auront des buts, des sentiments et des idées collectives qui vont converger dans le même point. Ils vont donc pouvoir créer cette foule psychologique, avoir un véritable poids. Or, ce sont les foules qui font l'histoire. L'histoire, ça peut être résumé en une seule chose, l'idée, le but et les sentiments des foules. Et quand l'individu éclairé laisse place au courant animal de la foule, l'histoire change, les cycles se terminent. Alors faisons en sorte que les foules d'aujourd'hui soient éclairées, soient éveillées et n'en aient pas simplement l'illusion dans le but et l'intérêt de certaines personnes ou de certains groupes de personnes qui n'ont d'autre vue pour ces dites foules que leur exploitation. Observons donc maintenant de plus près chacune de ces étapes et les mécanismes et les leviers utilisés pour percoler, pour passer d'une étape à l'autre. Car le seul but d'Overton, c'est de percoler n'importe quelle idée de manière à ce que cette idée devienne un sentiment, que ce sentiment prenne les tripes des foules et que cette foule aille dans la direction voulue. Chaque barrière que l'on peut voir dans ce schéma peut se rapprocher
métaphoriquement d'une série d'anticorps. Série d'anticorps qui vont pouvoir être combattus et tués pour passer à l'étape suivante grâce à l'effet foule et aux techniques d'Overton. Quelles que soient les personnes que l'on a en face, quelle que soit leur taille, leur âge, leur sexe, leur situation professionnelle, leur situation intellectuelle ou même leur classe sociale. Jusqu'à ce que chacun de ces individus deviennent des partisans et défendent l'idée eux-mêmes. Donc dans un premier temps, l'idée est hors de la zone de vision, comme on peut le voir au schéma. C'est-à-dire que c'est dégueulasse, c'est un tabou. À peine les yeux sont posés sur cette idée qu'il la fuit déjà. Cela correspond à l'étape impensable de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que l'individu ne veut strictement rien savoir. Ensuite, on va commencer à rentrer dans la zone de vision de l'individu. C'est-à-dire que la personne sait que cette idée existe, elle en a déjà entendu parler, elle n'y prête pas plus d'attention que ça. Ça donc c'est ce qui se passe dans son esprit. Et donc ça correspond à l'étape radicale de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que l'idée semble extrême, mais elle existe. Maintenant, on va rentrer dans la partie consciente de l'individu, c'est-à-dire qu'il va stocker des informations sur le sujet, fait mine très rapidement de s'y intéresser, ne rejette pas tout en bloc, mais n'est pas non plus que ça dedans. Donc ça correspond à l'étape acceptable de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'on peut trouver quelques raisons au fait de prôner cette idée. Ensuite, on va rentrer dans le proto-inconscient, c'est-à-dire c'est une sorte d'inconscient personnel qui est relativement proche du conscient, qui va permettre d'automatiser ou de stocker certaines connaissances, mais ce n'est pas non plus complètement inconscient. Et donc c'est là que on va assister aux prémices des idées qui vont pénétrer dans la psyché un peu plus profonde de l'individu comme étant vraies. Parce qu'à force de répéter inlassablement quelque chose, on finit forcément par y croire. Donc les idées se posent comme état de fait, mais il existe encore des résistances au sein de l'esprit de l'individu. C'est-à-dire que l'inconscient n'a pas encore accepté cette idée comme étant bonne pour lui, donc il n'a aucune raison de l'accepter tout court. Donc cette étape de percolation, cet endroit où se situe l'idée dans l'esprit de l'individu, le niveau, l'étage auquel il est dans le niveau de profondeur de l'individu, de son esprit, ça correspond à l'étape rationnelle de Overton. C'est-à-dire que certains principes ne sont pas à rejeter et peuvent même revêtir une certaine forme d'intelligence, de sens pratique et de vérité. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans l'inconscient. Donc c'est déjà plus de l'ordre de l'émotionnel. On ne va plus convaincre le néocortex et le cerveau rationnel avec des arguments, mais on va commencer à associer des images, des symboles, des émotions. Donc l'exposition constante à l'idée sous différentes formes fait qu'elle va finir entièrement par rentrer dans le cerveau, par s'y loger et donc par y trouver une sorte de raison d'être. Elle va faire partie intégrante de la psyché, de la vision du monde de l'individu. Donc ça correspond à l'étape populaire d'Overton, c'est-à-dire que l'idée devient cool et étant portée sous forme de symboles, d'images et d'émotions, elle parle le langage de l'inconscient parce que l'inconscient ne comprend pas les mots, il comprend les images, d'accord? Donc ça parle le langage de l'émotion. Quand on voit une meuf bonne qui prône le wokisme, l'inconscient il associe meuf bonne, baiser, donc reproduction, donc procréation de l'espèce, donc wokisme c'est cool. Donc ça parle le langage de l'inconscient et il va finir par accepter cette idée. Et enfin, cette idée va devenir de l'ordre du sentiment profond. C'est-à-dire que ça va plus être là dans nos cortex, ça va plus être dans l'inconscient, donc dans la partie plus profonde du cerveau, ça va vraiment venir dans la tripe, dans la bedaine. Donc à ce stade-là, c'est gagné. L'idée n'a plus une forme de théorie rationnelle, mais de sentiment. Et quand c'est l'ordre du sentiment, on va toujours trouver une raison. Alors que quand on a une raison, on va pas forcément trouver un sentiment. Donc les sentiments vont faire aller bien plus loin les hommes que les idées froides, abstraites et mathématiques. C'est un petit peu comme en finance. En finance, on ne prend jamais une décision d'un point de vue strictement rationnel et mathématique. On y inclut toujours la variable de l'émotion et de l'émotivité. Donc là, c'est finito. La gangrène de l'idée est installée au plus profond de notre bedaine et ça devient une manière d'être, une identité. Donc ça correspond à l'étape politique, à l'étape défense d'une cause d'Overton. C'est-à-dire que l'idée va faire partie intégrante de la constitution propre de la personne. Cette dernière n'a pas d'autre choix que de porter cette idée, car c'est la plus belle. Un petit peu comme sa copine quand on la rencontre, quand on l'aime encore. Donc il faut défendre cette idée coûte que coûte. Elle est juste, et tout le monde doit la découvrir. On s'en fait un devoir. Mais dans ce cas-là, cela pose un petit problème. Qu'est-ce que nous sommes si notre identité, nos valeurs, notre vie est basée sur une chose qui a été volontairement induite et inséminée dans notre cerveau? Je vous laisse méditer à cette question de votre côté.
Et enfin, dernière étape, on sort du sentiment pour être exprimé et contaminer les autres en touchant les enfants, les générations suivantes, également ses pères, mais le but c'est quand même de toucher davantage les enfants. Donc les générations passées sont en fait intégrer, télécharger une idée à laquelle les générations futures ne vont pas échapper et vont grandir avec ça comme étant vrai sans aucun état de cause. Cependant, à partir du moment où une génération n'a pas vécu dans ses tripes, dans sa chair quelque chose, elle l'ignore. Ainsi, le savoir, la sagesse acquise d'une génération à l'autre peut très rapidement se perdre. Surtout si les messages qui auront pour but de continuer à faire passer cette sagesse sont disséminés dans un ensemble d'idées vagues qui déconstruisent les loulous. Donc cela correspond à l'étape de 7 d'Overton, c'est-à-dire toucher la nouvelle génération. L'idée va représenter la norme et faire l'inverse serait bizarre, voire impensable. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une anti-overtonisation, qui serait elle-même une overtonisation, de l'idée inverse d'une idée qui autrefois était impensable. On est dans Inception là. Et donc, les stratégies de percolation des anticorps sont les suivantes. Donc, c'est-à-dire que là, on a vu à quoi correspondent chacune des parties de l'esprit par rapport à Overton. Et donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on passe d'une étape à l'autre. Donc, stratégie de percolation pour passer de l'impensable au radical. On va utiliser la technique ARC. Donc, la forme dont l'idée va être affirmée A, répétée R, puis contaminée C, va être différente en fonction de la strate où elle se situe, mais l'affirmation, la répétition et la contamination, c'est une technique qu'on va utiliser tout le long de l'overtonisation d'une idée. Ensuite, on va utiliser l'argument du prestige, qui va encore une fois revêtir des formes différentes en fonction des étapes, mais c'est une technique que l'on retrouve dans toutes les étapes de l'overtonisation. On va utiliser les mots, pareil, ça va simplement être les mots qu'on va utiliser qui vont changer, mais c'est toujours une technique que l'on retrouve de partout. Et l'association d'idées très basiques entre elles. Ensuite, pour passer de radical à acceptable, on va donc utiliser affirmation, répétition, contamination, prestige, mots, association d'idées très basiques, et en plus de ça, on va venir abreuver d'images et de symboles simple. On va impressionner les foules et on va les illusionner. Donc stratégie de percolation pour passer de l'acceptable au raisonnable. En plus de tout ça, on va amplifier l'aspect de la contagion, c'est-à-dire qu'on va encore plus jouer sur la contagion. Pour passer du raisonnable au populaire, affirmation, répétition, contagion violente, prestige, mot, illusion. Pour passer du populaire à la politique, en plus de tout ça, on va venir modifier et associer cette idée à une manière d'être, à une identité, parce que donc à ce stade-là, c'est plus tout à fait rationnel, c'est aussi un petit peu de l'ordre du sentiment. Et enfin, pour passer du politique aux enfants, on va propager dans les écoles en utilisant l'ensemble des techniques d'Overton. Maintenant, les amis, si vous souhaitez connaître la signification de l'ensemble de ces stratégies, affirmation, répétition, contagion, prestige, illusion des foules, etc., je vous renvoie à mes shorts et à mon canal Telegram. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éduqué, fait rire, voire qu'elle vous a procuré des sentiments de haine à mon égard et à l'égard de tout ce qui se trouve dans cette zone, auquel cas mon objectif aura été atteint, car cela veut dire que j'ai touché le sentiment et que, malgré le fait que le sentiment est qu'une idée est toujours beaucoup plus difficile à déloger qu'à loger, j'espère que ce sera le premier pas vers votre guérison et vers le fait de devenir une personne plus objective. Quoi qu'il en soit maintenant, vous n'êtes plus une pute, au revoir.